Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Excellent mercredi à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir encore, le Cameroun. C'est une nouvelle soirée sur votre antenne, le grand soir justement. Il pleut des cordes dans la ville de Yaoundé. Pas facile pour nos panélistes de rallier les studios d'Info TV à Efoulan, ici même à Yaoundé, justement par la force et par la magie que nous mettons dans la préparation de cette émission. Nous sommes bel et bien présents par la grâce du ciel. Et ce jour, nous parlons du Covid-19 au Cameroun. On a déjà franchi le cap de 10 000 personnes infectées par cette terrible pandémie qui sévit à travers le monde. On a également vu ces derniers temps les efforts consentis par les pouvoirs publics. Il y a encore quelques heures seulement, le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanganji, était dans les chefferies traditionnelles pour apporter le soutien du chef de l'État dans le cadre de la bataille effrénée contre le Covid-19. On en parle dans cette émission ce jour. On va comprendre davantage le pan politique qui nous intéresse, notamment l'opposition camerounaise. Quelles sont les clés de l'alternance dans notre pays depuis quelque temps? Des batailles ouvertes entre l'opposition et, pourquoi pas, le pouvoir qui reste serein face à ceux-là qui entendent gérer le Cameroun au lendemain, peut-être du départ, de la démission, ou alors si le chef de l'État camerounais n'est pas là. Tentative d'éléments de réponse. Dans le cadre de ce programme ce soir, nos invités nous ont rejoints. Professeur Calvin Tadmon du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, bonsoir. Bonsoir Serge Bonnet. Bonsoir à mon copanéliste qui est là déjà. On aura le temps de le découvrir, il est déjà assis. Je dis également... Les autres nous retrouvent dans ce studio. Allez-y, professeur. Bien sûr, je dis également bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent actuellement, qu'ils soient au Cameroun ou bien qu'ils soient aux quatre coins du monde. Ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur notre page Facebook, Info TV Cameroun, et nous sommes ensemble en direct sur cette antenne. Et pour ceux qui nous reçoivent à travers d'autres sites, des plateformes qui existent, Info TV est bel et bien présent dans ces parties de diffusion de notre signal. On va commencer avec vous, professeur. Le Cameroun a dépassé le cap des 10 000 personnes infectées, ce qui permet aux uns et aux autres de plus en plus d'avoir peur. Est-ce parce qu'il y a la négligence au niveau du respect des mesures barrières, ou alors les mesures barrières qui ont été dictées par les pouvoirs publics ont eu des limites? Serge Bondier, dans ce même studio il y a quelques jours, je vous disais que les gouvernants actuels au Cameroun n'avaient pas pris la bonne mesure pour riposter contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous récoltons effectivement le fruit de cette insouciance-là, le fruit des décisions inopportunes qui ont été prises par les pouvoirs publics qui gèrent de fait le Cameroun actuellement. Également, ce qui peut, à votre avis, peut justifier la propagation du Covid-19 au Cameroun, même si l'écart de guérison soit assez conséquent, on peut tout de même espérer que la bataille telle qu'elle est menée par les pouvoirs publics, il peut avoir de lendemain meilleur, même si d'aucuns pensent qu'on n'a pas encore atteint le pic de la maladie au Cameroun. Ben justement, de toutes les façons, l'indifférence des pouvoirs publics fait en sorte que on a l'impression tout simplement que c'est la nature qui est en train de gérer la pandémie actuellement au Cameroun. Quand vous parlez des cas de guéris, vous savez très bien que quelqu'un peut être malade de Covid-19 et guérir sans prendre aucun traitement. Donc on n'a pas à se gargariser du nombre élevé de personnes qui sont guéries de coronavirus. Donc, à votre avis, ce qui est intéressant, c'est les chiffres relativement aux personnes infectées ou alors peut-être des personnes décédées. Justement, ce sont les personnes testées positives au Covid-19 qui nous intéressent et bien entendu celles qui ont eu la malchance de décéder. Sûrement parce que la prise en charge n'a pas été adéquate dans nos centres hospitaliers. Vous savez que nos centres hospitaliers aujourd'hui sont pratiquement des lieux où des gens peuvent mourir à tout bout de champ parce qu'elles ne sont pas prises en charge convenablement. Et compte tenu de cette mauvaise prise en charge-là, des personnes qui sont même malades répugnent justement les hôpitaux.
elles préfèrent rester à la maison et parfois la mort les trouve à la maison. Et comme d'aucuns diraient que la lutte contre le Covid-19 passe d'abord par un système immunitaire qui peut se défendre face à ces attaques externes. Et donc ceux-là qui n'ont pas ces maladies pulmonaires, entre autres, ou alors ceux qui ne sont pas victimes de diabète ou d'hypertension artérielle, encore moins qui ne sont pas asthmatiques et peut-être aussi peuvent avoir la chance d'éviter cette pandémie aujourd'hui au Cameroun. Merci. Vous avez parlé de la propagation. Il est important quand même de dire un mot là-dessus. Les facteurs qui sont favorables à une propagation fulgurante de la maladie. Vous savez très bien, les premiers cas de malades de Covid-19 sont très importants, jouent un rôle très très important dans la propagation de la maladie. Là, je parle en tant qu'épidémiologiste, parce qu'il y a un facteur qui est très bien connu. Je ne sais pas très bien pourquoi les scientifiques n'ont pas suffisamment insisté là-dessus. J'ai observé dans les médias que les scientifiques n'insistent pas trop sur ce que nous appelons le taux de reproduction de base. C'est un nombre, c'est un paramètre très important qui détermine si la maladie va s'éteindre progressivement ou bien alors si elle va se propager de façon fulgurante et persister au sein de la population. Et à l'état actuel des choses, selon quelques modèles que moi-même j'ai mis dans mon laboratoire, ce taux de reproduction de base-là avoisine les 4 à 5. Donc, c'est un nombre tel que s'il est strictement inférieur à 1, la maladie aura tendance à disparaître, alors que s'il est strictement supérieur à 1, la maladie va persister au sein de la population. Donc, les observations actuelles montrent que, dans mon propre laboratoire, ce R0-là tournerait autour de 4 à 5. Donc, on n'est pas surpris que la maladie soit en train de persister. En tout cas, les observations des uns et des autres, notamment ceux qui sont en charge de la gestion de la pandémie au Cameroun, les pouvoirs publics prendront en compte cet indice assez intéressant pour avancer dans la lutte contre le Covid-19. Arnaud Viteux-Yada, bonsoir. Bonsoir Serge Bondier, bonsoir également au professeur Calvin, bonsoir à tous qui nous suivent à la maison et de part et d'autre dans le monde. C'est un nouveau jour, il pleut des corps dans la ville de Yaoundé, fort risque de contamination forcément. Bien, il faudrait bien qu'on sache si ce virus est vraiment fait de lipides, comme on nous l'a dit au départ, et qu'il n'était pas favorable au soleil. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est parce que nous sommes en période pluvieuse que le pic est déjà en train de vouloir être atteint? Je ne sais pas, mais ce qui est là, c'est que combien il y a eu une pluie diluvienne à Yaoundé, nous l'avons bravé pour servir la République. Justement, pour la République, on a vu encore quelques jeunes qui se bousculaient tout à l'heure, d'autres se sont rassemblés dans les stations-service. Lorsqu'on observait de manière claire, il n'y avait même pas 30% des personnes ici coulées pour fuir les pluies, les intempéries et autres. Il n'y avait même pas 30% des personnes qui avaient des cache-nez ou des masques. C'est aussi un facteur de propagation, mais comment combattre ce type de comportement? Oui, il faut déjà dire que c'est un problème de mentalité. J'ai été très fustigé par deux choses, deux observations. La première, c'est que le Maroc aujourd'hui compte 8954 cas, avec quand même un taux de guérison assez considérable, qui dépasse un peu les 7000. Mais le Maroc, qui a également à peu près 10 000 atteints comme le Cameroun, vient de faire un don au Cameroun en termes de masques et 2000 litres de gel hydroalcoolique. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas le sens de ce genre de don. Alors que vous-même, vous traitez la même maladie, vous gérez la même maladie, mais vous vous permettez quand même d'aller faire les dons aux pays voisins. Il est vrai qu'on nous dit que la quasi-totalité de ce matériel a été fabriqué au Maroc. Est-ce à dire que le Cameroun va continuer à être ce sempiternel bébé de l'Afrique? C'est une question. L'autre observation, c'est l'analyse que l'Institut national de la statistique a eu à faire, ou du moins pas l'analyse, les tests, les résultats que l'Institut a donné après recherche. J'ai été tellement fustigé par ces résultats au point où on s'est retrouvé encore en train de faire le travail qui a été fait depuis le ministère de la Santé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire nous demander d'arborer nos cache-nez, nous demander de laver nos mains. J'aurais quand même souhaité et j'aurais voulu qu'en donnant ces chiffres, c'est vrai que je ne sais sur quelle base d'échantillonnage ils sont partis, qu'on nous dise sur les 10 000 atteints au Cameroun aujourd'hui, combien il y a dans chaque région du Cameroun. À partir de là, on allait peut-être comprendre que telle région ayant peut-être un taux de VIH élevé, il est très fort probable qu'il y ait aussi plus de décès là-bas avec le système immunitaire qui est défaillant. On aurait quand même dû comprendre qu'une zone peut-être comme la zone de l'Est, qui est un checkpoint entre les pays comme la Centrafrique et le Cameroun, il y a peut-être un fort taux là-bas.
je pense que c'est en fonction aussi de ce taux qu'on allait densifier la sensibilisation et également chercher d'autres moyens de levier pour combattre. Pour comprendre bien mais je pense que c'est que si on prend de manière à ramasser les chiffres, on ne peut pas maîtriser l'évolution de la pandémie par secteur ou alors par région au Cameroun, parce qu'on donne un chiffre global, on ne sait pas. Mais toujours est-il que les principales villes les plus attaquées au Cameroun, la ville de Yaoundé, Douala, on parle aussi de Bafoussam et peut-être bien d'autres villes, ce qui permet tout de même de savoir que c'est des zones où il faut véritablement accentuer la lutte contre le Covid-19. Accentuer, ça c'est vous qui le dites. Mais est-ce que c'est ça que les pouvoirs pensent? C'est ça le problème. C'est bien beau de nous dire 10 000 atteints. Je continue donc en disant que le premier cas de coronavirus arrive en Afrique, est détecté en Afrique le 14 février 2020 du côté du Caire en Égypte. Au jour d'aujourd'hui, c'est logique que l'Égypte se retrouve avec plus de 42 000 atteints. Il faut quand même rappeler que dans toute l'Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud qui a plus de 63 000 aujourd'hui, le Cameroun pointe deuxième. C'est quelque chose de pertinent. J'aurais bien voulu qu'on prenne donc la mesure de ce genre de statistiques, qu'on essaye de saucissonner ces cas, comme on l'a fait du côté du Maroc. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du Maroc. Sur les, je pense, bien 12 régions qu'il y a au Maroc, je peux bien me tromper. On a eu le temps de donner à chaque moment. Pourquoi? Parce que je ne vais plus revenir sur ce que j'avais dit la dernière fois, que on n'a pas eu à prendre le taureau par les cornes. Le mal, il est déjà là. Comment faire pour stopper le mal? Comment faire pour réduire le mal? Je pense qu'on continue de faire là la fuite en avant. Et étant donné qu'on nous dit qu'on a eu, le professeur le rappelait tantôt, on a eu X nombre de guéris, est-ce que ces guéris sont fonction des soins qui leur sont administrés dans les hôpitaux? Non. Je pense que notre organisme qui a la propension de combattre les bactéries, parce qu'il s'agit là d'une bactérie, sauf si... Un virus. Un virus. Notre organisme qui a la propension de le combattre, beaucoup, comme on a souvent une autre petite grippe d'habitude, sont en train, de manière inconsciente, de contracter le virus et de le combattre. Parlons maintenant des masques. J'ai dit ici hier ou avant-hier qu'il ne suffit pas de distribuer les masques aux gens. Si vous faites un tour dans cette station où les gens sont agglutinés pour fuir la pluie, vous allez vous rendre compte que chaque citoyen, je dis bien là, je peux prendre sur moi ces risques, a au moins un masque, soit dans son sac, soit dans sa poche, soit autour de son cou. Vous voyez donc que c'est un problème d'abord déjà de mentalité. Et je pense que en disséquant les statistiques, ça peut quand même apporter de l'éveil. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, le petit sondage que moi je fais à mon niveau m'amène à rencontrer des gens qui me disent que, permettez, je n'ai jamais vu un mort de Covid. C'est à la télé que les gens meurent de Covid. Mon voisin, aucun de mes voisins n'est jamais mort de Covid. C'est arrivé au niveau où il y a donc un combat entre les règles que les pouvoirs publics mettent sur pied pour essayer d'éradiquer le mal et les mentalités qui sont rétrogrades, qui tentent à penser qu'on a même politisé la maladie. Il est donc temps que l'État prenne son rôle d'État gendarme et de frapper dur. Frapper dur, par exemple, en constatant qu'une région, ou alors du moins une ville comme Douala ou Yaoundé, étant très infectée, on peut faire même un couvre-feu, comme on a fait ailleurs. On peut par exemple dire que 20h à 5h du matin, il y a couvre-feu, que de continuer à laisser les gens se gaver dans les bars de part et d'autre. Est-ce que ce n'est pas aussi, par exemple, le fait que les gens portent des masques à longueur de journée, ceux qui sont dans les espaces publics, il y a un certain étouffement, parce que quelques experts indiquent quand même qu'on inhale pratiquement 40% de gaz carbonique que l'on rejette, et puis ça crée des lésions internes, ça crée même des maux de tête, il y en a. Et peut-être la question va être adressée aussi au professeur pour réagir sur cette partie-là. Est-ce que ce n'est pas ce mal-être, entre guillemets, qui pousse les gens de temps en temps à lever le masque, à enlever les caches pour les mettre soit dans la poche, soit dans le sac, alors que la campagne accentuée du port des masques est bel et bien présente, cette campagne-là. Et puis, pratiquement chaque jour, il y a des masques qui sont distribués aux populations à travers les 10 régions du Cameroun. Il y a toujours une campagne quelque part, Victorien. Il y a une campagne, mais le problème, au niveau du masque, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la qualité du masque. Il y a la qualité du masque qui compte, c'est très important. Et aussi, on n'a pas dit aux gens que on arbore le masque lorsqu'on est essentiellement dans la foule. Vous ne pouvez pas être seul dans votre chambre ou dans votre salon, vous mettez un masque. Il faudrait qu'on le dise sincèrement aux Camerounais. On met le masque lorsqu'on est dans des espaces publics, dans des foules. Donc il est normal qu'à un certain moment, par réflexe, on se sente étouffé et qu'on enlève le masque. Donc je pense ici qu'on doit densifier davantage la sensibilisation et aussi les masques qu'on distribue aux gens. Il faudrait qu'ils soient des masques de qualité, à filtrer certainement l'air, tout au moins, en empêchant le virus, l'éventuel virus, d'arriver peut-être au niveau de notre bouche, au niveau de notre nez.
Au-delà des masques, Il y a, on parle encore de il y a les gangs. un problème peut-être dans le cadre de l'applicabilité même des mesures. Est-ce que les Camerounais prennent conscience de ce que si on ne porte pas son masque ou alors si on ne met pas les gants, à tout bout de champ, on peut être attaqué par le virus et pourquoi pas succomber En Algérie, des maladies. En Algérie, lorsqu'on vous surprend sans masque, vous êtes passible d'emprisonnement. En Libye, je veux dire, vous êtes passible d'emprisonnement. Donc on n'est même plus au niveau de la contravention où vous devez donner 6 000 francs, comme on le dit, encore que ça ne s'applique pas. Donc je pense qu'il est temps même qu'on utilise le fouet pour que les Camerounais marchent, en commençant par les transports, parce que le virus a voyagé. Au départ, rappelez-vous, les 54 États de l'Afrique n'étaient pas contaminés. Aujourd'hui, tous les 54 sont contaminés, y compris Djibouti et autres. Vous allez vous rendre compte que c'est la même chose au Cameroun, où on allait de manière crescendo. 3 régions, 4 régions, 5 régions, aujourd'hui nous sommes à 10 régions. Étant donné que le virus voyage, j'insiste sur la qualité et la nature de la statistique. Si une zone est plus infectée que l'autre, il faut qu'on limite même les déplacements dans cette zone. Non seulement pour circonscrire ceux qui sont déjà atteints là, en trouvant des moyens maintenant de les guérir et d'empêcher les éventuels sains qui pourraient se déplacer et aller contracter la maladie, ou alors ceux qui sont malades qui peuvent se déplacer avec la maladie pour aller donner ailleurs. C'est une maladie qui est là, on ne peut pas encore déconfiner totalement maintenant en nous disant que on va vivre, on va vivre. Permettez-moi de sortir en disant que lorsque l'OMS disait et continue de dire que si cette maladie arrive en Afrique, l'Afrique sera le continent le plus impacté, c'est justement parce que l'OMS savait la mentalité africaine. Beaucoup de gens se sont mis à tirer sur l'OMS en disant regardez ailleurs, il y a tel nombre de morts. Et hier, nous étions à un mort. Nous sommes aujourd'hui à près de 230 morts. Donc l'OMS a vu clair que nous avons encore des mentalités rétrogrades. Il faut parfois qu'on fonctionne avec le fouet. Et professeur Calvin Tadmon, est-ce que ce n'est pas l'inconscience des Camerounais d'une certaine manière qui accentue, c'est vrai, la propagation de ce virus? Parce que même dans les taxis, vous voyez un taximan qui vous dit je ne marche jamais sans mon cache, hein, et il est le premier à l'enlever suitement des suites d'étouffement. Est-ce que ce n'est pas aussi par là qu'il faut accentuer cette campagne? Et parfois la police, au vu au-dessus de tout le monde, ces jeunes qui sont sur qui sont à bord des mototaxis, d'autres sont en surcharge, qui n'ont même pas de masque. Est-ce que ce n'est pas tout cela, ce ne sont pas les indices perceptibles qui nous permettent de comprendre davantage qu'il n'y a pas un resserrement dans l'applicabilité des mesures prises par le gouvernement de la République, ou alors peut-être d'inconscience de ces Camerounais-là? Oui, c'est vrai qu'il y a, on peut pointer du doigt l'indiscipline généralisée qui caractérise les Camerounais dans leur ensemble. Mais davantage, j'insiste sur le rôle des pouvoirs publics. Et c'est là où il y a la défaillance, notamment au niveau du point important qui est la sensibilisation. Je vous ai dit, la sensibilisation n'est pas faite de manière appropriée. On ne dit pas aux gens pourquoi est-ce qu'ils doivent porter les masques. On ne le leur dit pas. On dit seulement porter des masques. Mais en amont, on devrait leur expliquer pourquoi on doit porter les masques. Et à ce niveau, j'ai noté qu'il n'y a pas une bonne communication là-dessus. On doit pouvoir dire aux Camerounais que vous devez porter les masques parce que l'un des moyens de transmission de cette maladie, en fait, le virus entre dans l'organisme en passant par la bouche et par le nez. Et dans une certaine mesure, par les yeux aussi, parce que ce virus-là a quelques affinités avec une partie de l'œil qu'on appelle la conjonctive. Vous n'avez jamais suivi ce genre de message. Pourtant, c'est la vérité. Le problème, c'est que les politiques se sont appropriés de façon pratiquement exclusive la lutte contre Covid-19. Il n'y a pas une synergie nationale. On n'a pas trop vu l'intervention des scientifiques. Ils interviennent très peu dans ce plan de riposte mis en place par le gouvernement. C'est ça le véritable problème. Alors je pense qu'on devrait peut-être se rattraper à ce niveau. Intensifier vraiment la sensibilisation sur tous les points. Alors Arnaud Eyada a dit tout à l'heure que le virus est lipidique, c'est-à-dire est fait de lipides, mais en fait, ce n'est pas réellement ça. C'est le corps du virus seulement qui est recouvert de lipides. C'est pour cela qu'on dit il faut vous laver les mains avec du savon, parce que vous savez que le savon et l'huile ne font pas bon ménage. Il faut dire ça aux populations. Mais il y a des détails il y a des détails, c'est ça. C'est bien cela. Quand vous expliquez bien aux gens pourquoi ils doivent adopter les gestes barrières, ils vont bien se les approprier. C'est ça le problème. Or, je note effectivement une défaillance criarde à ce niveau-là.
sans compter le fait que, en réalité, les hommes politiques ou bien les tenants du pouvoir de Yaoundé ont tendance à utiliser, Ano Yada parlait de politisation, ont tendance à utiliser cette maladie pour, je ne sais pas, neutraliser des adversaires politiques et redorer leur propre image. On entend parler d'un fonds de solidarité nationale qui a été mis en place. Mais tous les jours, c'est plutôt des dons du chef de l'État qu'on parle dans les médias. Cela n'est pas compréhensible. Dans l'utilisation de ces fonds, vous pensez ? Effectivement, le quatrième pilier que le ministre de la Santé publique aime trop mettre en avant, qui est la gouvernance et la redevabilité dans son propre plan de riposte contre Covid-19, mais il y a une défaillance criarde là-dessus. Effectivement. Donc, on ne sait pas exactement, parlant même de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, on ne sait pas jusqu'ici le protocole qui est utilisé, qui est administré aux malades pour qu'ils guérissent. Peut-être n'est pas rendu public. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec les herboristes ou alors les chercheurs entre guillemets camerounais dans la pharmacopée traditionnelle, le cas de Monseigneur Samuel Kleda par exemple, qui dit que son médicament est boudé dans les institutions hospitalières? Est-ce que ce n'est pas la preuve aussi qu'on peut combattre au-delà du virus, qu'il y a des firmes pharmaceutiques qui sont derrière et qui ont l'intention de vendre leurs médicaments, alors que sur le plan local, on a une proposition concrète avec pratiquement 1500 à 2000 personnes déjà soignées par Monseigneur Kleda. Est-ce que par là aussi, ce n'est pas un frein pour ceux qui n'acceptent pas qu'on peut trouver sur place de quoi traiter Oui, justement, vous mettez le doigt là sur un aspect que nous avons toujours décrié, c'est-à-dire le gouvernement fait pratiquement la sourde oreille vis-à-vis des propositions qui lui sont faites par-ci par-là. Vous savez, le MRC, en son temps, avait pris un certain nombre de dispositions pour proposer des solutions de riposte contre Covid-19. On avait, moi-même dans un journal le 6 avril, un journal que je ne veux pas citer ici, j'avais fait des propositions suivant en cela le président élu Maurice Kamto. J'avais dit qu'on devrait pouvoir s'inspirer des méthodes qui marchent ailleurs. Et parlant donc de la pharmacopée traditionnelle, l'exemple de Madagascar pouvait bien nous inspirer. Vous savez bien que c'est le président de la République malgache, lui-même en personne, qui est monté au créneau pour faire la publicité, pour informer ses propres populations sur la disponibilité d'un traitement endogène dont M. Paul Biya lui-même a parlé dans son discours le 19 mars. Donc, pourquoi ne pas vulgariser ou bien essayer d'adopter les méthodes qui ont marché sous d'autres cieux? Peut-être qu'il y a de gros intérêts qui ne voudraient pas que certains perdent, parce que là, il s'agit de la santé des Camerounais. En tout cas, le chef de l'État malgache, comme vous le rappelez, a pris à bras-le-corps la santé de ses concitoyens. Et d'ailleurs, il n'est même pas le seul. Il y a plusieurs présidents qui ont fait des commandes, donc qui ont récupéré ce même médicament. Le cas de la Guinée équatoriale, le cas du Gabon, le cas de l'Ouganda et plusieurs autres chefs d'État ont même d'ailleurs accompagné Madagascar dans le financement, dans les appuis pour fabriquer davantage le médicament afin de permettre à leur population de recouvrer la santé pour celles qui sont infectées par le Covid-19. On va sortir de ce sujet avec un dernier point de réflexion. Maintenant qu'on a atteint là-bas des 10 000 personnes infectées, que faut-il faire davantage? Est-ce qu'on doit laisser les choses en l'état, d'autant plus que le Cameroun est en train progressivement de s'ouvrir vers l'extérieur, la rouverture des frontières finalement s'opère petitement, mais est-ce qu'on peut rester dans cette dynamique en pensant que les 10 000 peut-être pourront regresser et qu'on a atteint le pic de la maladie? On parle de la mi-juin. Oui, qui parle de la mi-juin pour le pic, il n'y a aucun modèle mathématique qui a été validé dans ce sens-là. Donc, ce sont tout simplement des supputations. Le problème, c'est véritablement ceux qui nous gouvernent. S'ils pouvaient un tout petit peu s'amender, s'ajuster, ouvrir les oreilles vis-à-vis des propositions qui sont faites à gauche et à droite, je pense qu'on pourrait un peu inverser l'ordre des choses, la courbe ascendante de cette maladie. Parce que tout passe en réalité par l'observance stricte de ces mesures barrières-là. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce nombre très important R0. En réalité, ce R0, il dépend du réseau de contact des personnes qui sont infectées. Ça veut dire que si vous êtes infecté de Covid-19, et que vous êtes une grande personnalité dans cette république avec un réseau de contacts élargi,
Alors, ça veut dire tout simplement que vous aurez tendance à grossir ce R0-là. Et plus le R0 est grand, plus la maladie aura tendance à se propager de façon exponentielle. Merci. Donc, il faut, c'est ce que je dis, pour chuter, il faut que ceux qui nous gouvernent, même si c'est de fait dans ce pays, qu'ils se ravisent et qu'ils mettent au centre de leurs préoccupations l'intérêt supérieur des populations camerounaises, plutôt que de chercher à redorer leur image sur le plan politique. Il ne faut pas politiser cette affaire. Arnaud Victor Yada, pour sortir. Oui, je pense que le mal il est là, on doit tout faire pour l'arrêter. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on atteint 10 000. Est-ce que ce sont toujours ces dépistages massifs? Ou alors je ne sais pas sur quelle base on fait l'échantillon. Est-ce que c'est seulement dans les hôpitaux? Dans tous les cas, il est très fort probable que plus d'un Camerounais soit des porteurs asymptomatiques. Je demande simplement et purement aux Camerounais de continuer à faire attention, surtout ceux qui sortent au quotidien et qui vont rencontrer leur famille à la maison, naturellement leurs enfants. Faites le maximum d'efforts pour respecter au moins les mesures barrières pour qu'on puisse au moins réduire aussi les risques. Vous avez la parole, vous la maintenez, on aborde la deuxième thématique de cette tranche d'antenne. On va parler de l'alternance dans notre pays, le Cameroun, des batailles ouvertes depuis plusieurs années aujourd'hui, soit le pouvoir qui voudrait le conserver dans la continuité. Et puis tout en face, vous avez également d'autres de l'opposition qui pensent pouvoir prendre les rênes de la gestion du pays. Nous sommes dans la deuxième thématique de ce soir. Arnaud Victor, je vous donne la parole. On parle des clés qui pourraient permettre à ce qu'il y ait une alternance dans notre pays, le Cameroun. À votre avis, quels peuvent être les points essentiels? Non, il y a plusieurs points essentiels. Il y a plusieurs points essentiels qui visent, n'est-ce pas, à avoir cette alternance au Cameroun. Il faut déjà savoir que le président actuel, qui est encore dans l'exercice de ses fonctions, qui a été naturellement plébiscité par la majeure partie des Camerounais qui ont répondu présent le 7 octobre 2018, aura fait un peu plus de 40 ans. Et lorsqu'on a fait 40 ans au perchoir, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. La première des choses qui va entrer en jeu ici, c'est une forme d'hypocrisie. Hypocrisie de beaucoup de personnes parmi ces 40 ans qui peut-être au départ étaient en phase avec son idéologie ou ses idées et qui, au fil du temps, ont également vu certaines de leurs chances amenuisées, tant il est vrai que eux-mêmes auraient souhaité à un certain moment être soit à cette place ou du moins un des leurs un peu plus proche. Au-delà donc de cette hypocrisie, il y a une opposition en face qui, à un certain moment, a rêvé et a pensé, ce qui est normal que, après 1, 2, 3 mandats, il y aurait quand même ce qu'on appelle l'épuisement et qu'il allait jeter l'éponge, ça allait leur donner leur chance, ce qui n'a pas été fait. Donc, en 40 ans, on a l'impression que beaucoup de choses sont voilées, quitte à ce que, au niveau maintenant du jeu de la transition, ou alors de l'alternance, comme vous voulez, il y a beaucoup d'intérêts de part et d'autre. Les intérêts sont même plus menaçants du côté du parti au pouvoir que de l'opposition. L'opposition qui, ma foi, ici, se bat tant bien que mal. On parlait hier des problèmes de l'opposition, une opposition qui tarde à parler d'une même voix, une opposition qui tarde à avoir une seule idéologie, une opposition qui tarde à se solidifier pour aller combattre un camp très solide qui est en face. Je laisse donc le cas de l'opposition, mais je dis, les premières batailles seront tout autour du chef du roi, qui est le président Paul Biya. Vous voyez qu'actuellement, il y a d'abord déjà les batailles ethniques. On parle du parti au pouvoir. Il y a la beauflerie, le côté peut-être de la première dame. On voit les gangs de tête de poux qui gèrent les choses actuellement. On voit de l'autre côté, du côté même du chef de l'État, le Grand Sud, beaucoup de têtes qui pouvaient parler fort, qui pouvaient être décisifs dans cette transition, qui sont muselées du côté de la prison. Donc vous voyez, il y a tellement d'enjeux. Je voudrais comprendre davantage. Est-ce que tout ceci n'est pas dû à l'hyper-présidentialisme du régime camerounais, ou tout est dû au chef de l'État? Par exemple, d'aucuns estiment d'ailleurs que dans cette même dynamique, c'est-à-dire lorsque vous nommez quelqu'un, derrière cette nomination, vous n'avez pas les mains libres. Il y a ce qui intervient comme étant de la subordination à celui qui vous a nommé, contrairement à d'autres pays, d'autres grandes démocraties où on n'a pas le même cas. Non, vous avez déjà totalement répondu à la question. Avant de revenir dessus, j'aimerais quand même évoluer en disant que, au-delà donc de ces leviers que j'ai dit, il y a maintenant le levier conventionnel. Au départ, ce fut le Grand Nord. Le Grand Nord a donné au Sud, le Grand Nord veut récupérer. On a l'impression que c'est une partie de ping-pong. À partir de là, les téléspectateurs qui peuvent être de l'Est ou des autres régions vont descendre au stade, arrêter la balle et dire le match est terminé. Donc il y a tellement beaucoup d'enjeux. Pour rebondir, là où vous m'avez relancé, il faut comprendre que une bonne alternance au Cameroun passera d'abord par le réaménagement
de certains textes qui pourraient nécessairement amener tous les Camerounais à comprendre. Notamment le code électoral qui doit être révisé. Par exemple, les députés sont en session. Par exemple, la Constitution même. Naturellement, il peut y avoir la limitation d'âge. Il peut y avoir également ici, au niveau de la limitation d'âge, la limitation de mandat. Qu'on puisse aussi avoir au moins un président qui est élu peut-être à 7 ans ou 5 ans, mais avec 2 mandats, sans possibilité. Elle a été posée à l'Assemblée nationale et puis combien d'années fois on a levé le verrou. Voilà, donc vous voyez que justement, il faudrait donc pour ces moments qui est ma foi sensible, où on a des phénomènes étranges qu'on n'a jamais eu au Cameroun, tels que le Boko Haram, tels que le Nozo, on a toujours été un îlot de paix. Et toutes ces guerres peuvent avoir des tractations lointaines, mais il faut comprendre qu'elles visent une seule chose, c'est l'épuisement et l'essoufflement d'un régime qui n'a que trop duré. Je ne dis pas que dans ces régimes, il n'y a plus une jeunesse montante, capable de redorer au blason, mais cette jeunesse sera naturellement aussi butée par un vieux système qui a déjà enraciné les mentalités. Donc il est temps d'abord de décloisonner certains textes, quitte à ce que chaque Camerounais d'horizons divers puisse se sentir concerné par la chose publique et par la chose politique, puisse savoir qu'il a au moins une chance de voir au moins un des siens aussi au perchoir. Parce qu'on a l'impression jusqu'ici que tout est réuni, c'est pourquoi d'aucuns, sous certains cieux, parlaient de gré à gré. On a l'impression que tout est taillé sur mesure pour que rien qu'une frange de la population bénéficie de tous les avantages qui viennent du Graal au détriment des autres. Merci bien Arnaud Victor Yada pour cette observation de manière claire et précise sur les enjeux visant la quête du pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'on va rester dans le giron en place, dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du président de la République Paul Biya, et tout à côté l'opposition camerounaise qui se veut plus ou moins incisive, avec des accords de dernière minute avec le parti au pouvoir. Donc des opposants ont rejoint la majorité présidentielle et on en voit pratiquement tous les jours. Le dernier en date, naturellement, qui s'est fait reconnaître du grand public, lui c'est Jean-Jacques Ekindi, 30 ans après, qui rejoint le parti qu'il a vu se développer sur le plan politique. Professeur, est-ce que tout ceci, tel que c'est fait, tel que c'est mis en musique, il y a fort à penser que l'alternance reste encore un véritable gros souci pour notre pays, le Cameroun? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui pourraient faciliter au-delà de ce qui reste ordinaire que tout le monde connaît si bien? Avant de répondre à votre question, il faut quand même dire que l'alternance survient lorsque des partis politiques d'idéologies différentes se succèdent au pouvoir. Il faut que cela soit clair. On parle d'alternance politique dans ce cas-là. C'est-à-dire, dans le cas où Arnaud Yada parle des jeunes du RDPC qui pourraient aussi accéder au pouvoir par certains types de mécanismes incisifs, on ne parlerait pas dans ce cas-là d'alternance, même si demain le président Paul Biya n'est plus là et que c'est des ténors du RDPC qui le remplacent. On ne parlerait pas d'alternance. L'alternance, c'est une alternance d'idéologie politique. Donc il faut que le régime RDPC soit complètement mis de côté pour laisser la place à une nouvelle idéologie. Par exemple, l'idéologie portée par le MRC et son président, Maurice Kamto. D'ailleurs, je n'ai pas été d'accord sur plusieurs points soulevés par Victor Yada, notamment le fait que M. Paul Biya ait été plébiscité par une grande partie des Camerounais le 7 octobre 2018 à l'occasion de l'élection présidentielle. Voilà, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Tout le monde sait, le Camerounais lambda que vous prenez dans la rue et à qui vous posez la question comment s'est passée la déclaration de M. Paul Biya comme vainqueur de l'élection présidentielle, il va bien vous dire que M. Paul Biya a opéré un hold-up électoral pour se maintenir au pouvoir. Si on en juge... Si on traduit le hold-up d'une certaine manière, parce que peut-être dans votre chapelle politique, le hold-up peut avoir d'autres connotations, c'est-à-dire pour peut-être dénoncer des entraves qui se sont fait observer tout au cours de l'élection. Oui, mais pas forcément un hold-up qui vise à faire partie le jeu de l'État du Cameroun. Non, le hold-up a une définition claire. Le hold-up veut tout simplement dire que M. Paul Biya a fait main basse sur le système électoral, a utilisé toutes les ressources financières, humaines et matérielles du Cameroun pour perpétrer des fraudes massives qui ont conduit à sa proclamation. J'aurais dû dire même sa nomination
comme avant de président de la professeur, République. Je voudrais également rappeler à l'intention des téléspectateurs que Martial Bessala était naturellement celui convié dans ce studio, sur ce plateau, pour représenter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'est pas encore arrivé dans ce studio. Voyons un peu les choses autrement. Si aujourd'hui, la question je voulais savoir, ou alors la question que je voulais poser, ce que je voulais comprendre davantage, à quel moment peut-on constater la vacance à la tête de l'État du Cameroun? Parce qu'on parle beaucoup plus d'alternance. Oui, il faut changer les choses. D'aucuns estiment que le président de la République n'est pas mort. D'autres disent qu'il est décédé. On a vu des photos un peu partout, mais on voit les décrets qui signent chaque jour. Finalement, dans ce gros discours, quel peut être, à votre avis, les mécanismes qui nous permettent de constater effectivement que le chef de l'État n'est pas en place? Et qui a le droit de pouvoir le dire à l'ensemble du peuple camerounais? Oui, mais je vais parler terre à terre pour que les Camerounais nous comprennent très très facilement. On peut constater que le président de la République n'est pas là, par exemple, quand il y a une situation grave comme la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Vous savez que M. Paul Biya a mis 75 jours pour se prononcer par rapport à cette maladie-là. Du 5 mars jusqu'au 19 mai, si vous comptez bien, ça fait 75 jours pour se prononcer. On peut bien se demander, mais où était-il entre-temps? Lui qui se prévaut être le président de la République, lui qui se prévaut être le chef des armées. Et dans une guerre comme la guerre contre Covid-19, il devrait être en première ligne. On parle même des assemblées qui se sont réunies, l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont réunis en congrès actuellement. On ne devrait pas attendre tant de temps. Le président de la République, en une période grave comme celle-ci, aurait dû lui-même convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour faire une déclaration de guerre avec un ton martial. C'est ça, c'est comme ça qu'un chef des armées se comporte. Donc s'il a adopté ce que j'appelle un silence cadavérique pendant tout ce temps, on peut bien comprendre que le pouvoir était vacant. Ça, je parle terre à terre. Et dans ce cas bien précis, la Constitution prévoit effectivement comment on constate la vacance du président de la République. Une constatation alors, c'est en réalité, justement, le Parlement, l'Assemblée nationale, qui doit activer le mécanisme pour demander au président ou bien au Conseil constitutionnel, parce que c'est l'organe institutionnel qui est chargé de constater la vacance du pouvoir. Mais ça part de l'Assemblée nationale, on fait constater le pouvoir par le président du Conseil constitutionnel, et en ce moment, le président du Sénat passe à l'action pour assurer l'intérim une fois que la constatation de la vacance est faite. Merci. Voilà, merci de c'est exactement Je voulais également que ça sorte de vous et qu'on constate ensemble que ce mécanisme mis en place n'est pas encore en application au Cameroun, dont le chef de l'État il est bel et bien en place. Je vous redonne la parole, le temps d'interroger Arnaud Victor Yada sur ce mécanisme. Forcément, vous aurez souhaité apporter quelques éléments à ce que le professeur... Oui, je voudrais dire au prof que le mot alternance a deux sens. Le premier sens peut être justement la succession, comme il a évoqué, où un parti politique laisse place à un autre, ou alors fait place de manière régulière. Mais l'autre aussi, c'est justement cette situation où le président Paul Biya passe le témoin, toujours par des voies démocratiques, à un autre. On parlera toujours d'alternance. Il y a tellement de synonymes. On ne parlera pas. Ça, c'est une question politique. Hein. Je suis d'accord. C'est pas le sens ordinaire. Je suis d'accord. Quand on parle de l'alternance politique, il s'agit des partis aux idéologies différentes qui se succèdent au pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'un homme qui passe la main. Il peut avoir la continuité. Hein. Alors, s'il y a continuité, on ne parlera plus d'alternance, on peut parler tout au plus de transition. Non, peut-être alternance à la tête de l'État, peut-être changement. Non, l'alternance politique, c'est ça. C'est un jeu de mots sur le français. C'est pour ça que j'insiste pour dire on parle d'alternance politique. Si Paul Biya passe la main à un autre apparatchik du RDPC, on ne parlera pas d'alternance, puisque c'est la même idéologie qui continue. C'est pas passer la main, ça ne sera pas des voies démocratiques. Non, les Camerounais vont décider. Oui, en fait, c'est ça. La même chose. En fait, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau où le président aurait dû convoquer ses membres du gouvernement et faire un discours. Non, pas les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je puisse vous dire ici qu'il y a des pays tels que les États-Unis où le président Trump tournait haut et fort tous les jours. Plus il tournait, plus il y avait des morts. Ce n'est pas le discours qui résout le problème.
Je pense que le ministre John Gouté a été habilité sous la houlette du chef de l'État à sensibiliser les Camerounais en prenant dans une certaine mesure 13 points. On est allé de ces 13 à 19. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas respecté ces points parce que ce n'est pas le président même qui l'a dit de sa propre bouche. Alors disons-nous déjà que le 19 mai, où le président a pris la parole jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les camps ont régressé? Les camps ont continué. Donc moi je pense que c'est un discours qui n'a pas lieu de citer. Et de l'autre côté également, le MRC se targue de dire qu'ils ont gagné les élections. Ce que moi je retiens, c'est les chiffres officiels qui ont donné Biya, M. Biya, le président de la République du Cameroun, vainqueur à pratiquement 71% et plus, et M. Kamto deuxième à 14%. Ça, c'est ce que l'histoire retiendra. Je ne sais pas la question que vous m'avez posée, parce que j'ai tellement insisté sur les points là. Je ne sais pas. On va avancer en tout cas. Donc c'est un peu ça. On a retenu le mécanisme voilà, je disais donc que du pouvoir. Si on a parlé de l'alternance. Il faudrait donc que le MRC arrête aussi d'embrouiller les Camerounais. Parce que le MRC embrouille le Camerounais lambda. C'est vrai que les Camerounais qui ont quand même une assise intellectuelle un peu avancée sont aguerris. Parce que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on dit le gré à gré se prépare au Cameroun, on met la photo du fils du chef de l'État. Mais à un moment, soit le MRC même est en concubinage insensé avec le RDPC, parce que je commence à me dire à soupçonner. Mais je puisse vous dire que on ne saurait voir Franck Biya sur la scène politique du Cameroun actuelle, puisque, sauf si on me montre les textes à l'Assemblée, où on a modifié les textes et que demain, il passe peut-être secrétaire général du RDPC. Jusqu'à preuve de contraire, les institutions sont claires et formelles au Cameroun. Il y a une constitution qui a désormais 2 chambres. Il y a un Sénat, comme le pauvre l'a dit. Il y a une Assemblée nationale qui siège actuellement. Je pense que les leviers sont là, bien définis. Si le président de la République est vacant actuellement, c'est le président du Sénat. Est-ce que le président du Sénat existe, lui? Est-ce qu'il est vivant, lui, il est là? On va respecter la loi. C'est de ça qu'il est question. Qu'on cesse de nous embrouiller avec des mots tels que le gré à gré. La présidente de la République, le président a beau mettre 40 ans. Mais ce n'est pas une chefferie quand même. C'est vrai que quelque part, ça n'a pas apparenté. Mais ce n'est pas une chefferie parce que le Cameroun est quand même calqué sur les institutions. C'est une république quand même. Professeur, si on veut s'arrêter un peu sur la force de l'opposition au Cameroun, au fil des années, on se rend bel et bien compte que c'est une opposition qui est effritée quelque peu avec des accords signés de manière parallèle par quelques responsables des partis politiques. Et dans la scène politique camerounaise aujourd'hui, on remarque effectivement que le seul qui a affaire à ce hold-up et qui a affaire au chef de l'État de manière permanente depuis la dernière élection présidentielle au Cameroun, ce n'est que le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il ne fait pas cavalier seul, ce qui est un véritable handicap pour lui? On n'a pas vu une forte coalition de l'opposition tout autour de lui, fédérant des énergies dans l'espoir de conquérir le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas par là que lui aussi pêche en faisant cavalier seul? Non, on ne peut pas dire que le président Kamto pêche en faisant cavalier seul. Il faut plutôt regarder le combat qui est le sien. C'est ça qui est important. Vous savez très bien, avec un régime État RDPC, c'est très très difficile. C'est le régime RDPC lui-même qui fabrique quelques opposants de circonstances pour donner l'impression, en réalité... Le professeur était dans ce régime, je ne pas l'oublier. Non, en fait, le professeur Kamto était dans ce régime comme un technocrate. Il a été appelé avec des missions bien précises. Et quand il a rempli sa mission, il a déposé son tablier de façon tout à fait professionnelle. Donc, on ne peut pas lui reprocher cela. Il a fait son travail, il a fait son job. Et quand le moment est venu pour lui de se projeter sur la scène politique, il a déposé son tablier et il a créé son... En fait, il s'est mis sur la scène politique. C'est de ça qu'il est question. J'étais donc en train de dire... de rectifier qu'il a créé. J'étais donc en train de dire que c'est le RDPC, le régime RDPC qui fait problème. Parce qu'en réalité, il ne veut pas mettre en place un dispositif qui assure effectivement l'alternance. Le problème est que tout à l'heure, à votre niveau, vous avancez, vous reculez. Un temps, vous allez aux élections avec le même code électoral, avec tout ce qui va tout autour. Vous acceptez le résultat des LECAM. Et un temps, vous dites non, nous ne partons plus. On dit que c'est derrière, mais en temps, on veut participer à la vie politique. Est-ce que ce n'est pas ce jeu visant l'incertitude au niveau de votre formation politique et qui crée aussi votre différence? Pourquoi depuis fort longtemps, vous avez décréé le même code électoral, vous n'êtes pas abstenu de participer à toutes les élections au Cameroun? Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'on a participé à l'élection présidentielle de 2018 et qu'on en a accepté les résultats.
justement... Est-ce que la faute n'est pas de participer? Non, non, la faute n'est pas de participer. Nous avions une stratégie menée de fort belle manière par le président élu Maurice Kamto. Je continue de le dire comme ça, jusqu'à preuve du contraire, parce que tout le monde a vu comment on a importé de faux observateurs internationaux. Tout le monde a vu que M. Paul Biya a été déclaré vainqueur à base des 32 procès-verbaux non signés par ceux qui étaient chargés de le faire. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas nous fermer la bouche pour dire que Paul Biya a été régulièrement élu. Il n'a pas été régulièrement élu. Il a organisé lui-même sa propre illégitimité. Et maintenant, vous aviez posé une question et quand on y répond, je souhaiterais aller jusqu'au bout. Parce que la clé même de l'alternance, c'est ça. C'est quoi? C'est la clé de l'alternance. C'est ce pourquoi nous nous battons tous les jours. La clé de l'alternance, c'est un système électoral crédible, fiable, transparent, qui assure la sincérité des votes après chaque scrutin. C'est ça qui est la clé de l'alternance. Or, M. Paul Biya, il sait très bien cela. C'est pour ça qu'il a verrouillé le système. Pourquoi on veut aller participer à un jeu électoral en biaisant les règles du jeu? Cela n'est pas possible. Vous allez jouer à un match, c'est une équipe qui choisit l'arbitre, c'est une équipe qui choisit le terrain, c'est une équipe qui choisit le ballon. Et nous disons que ce n'est pas possible. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Et nous nous battrons toujours. Je rebondis sur la dernière préoccupation qui est la vôtre en essayant de voir tous les attributs qui sont reconnus au chef de l'État. Arnaud Victor Yada, peut-être c'est aussi des influences, parce que le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires. Les membres du Conseil constitutionnel, c'est le chef de l'État qui les nomme. Les membres de l'Elections Cameroun avec des pouvoirs et des moyens de fonctionnement qui sont actés par, disons, qui sont actés par une volonté manifeste du chef de l'État toujours, c'est-à-dire à voir si l'ECAM va bien fonctionner ou pas, mettre sur pied un budget de fonctionnement et conséquent. Est-ce que ce ne sont pas tous ces éléments-là qui font en sorte que même ceux qui sont nommés par le chef de l'État ont du mal à pouvoir rendre véritablement des résultats fiables et concrets? Parce que c'est peut-être la raison pour laquelle le MRC à côté indique à corps et à cri à chaque fois qu'il n'y a pas eu de transparence dans l'organisation des élections. Est-ce que ce ne sont pas tous ces attributs du chef de l'État qui sont aussi un véritable problème de l'autre côté en face pour penser que la transparence n'y est pas dans le cas des élections? Je vous ai dit hier ici que lorsqu'on a le pouvoir beaucoup plus en Afrique et même partout dans le monde, on fait tout pour le maintenir et ne pas le lâcher en utilisant même parfois des moyens légaux. Je l'ai dit et je le redis, ça c'est clair et net. Tout à l'heure, j'ai dit, de manière officielle, on sait que le Cameroun a une constitution sur laquelle reposent toutes ces lois et autres. Et je me suis amusé à dire que ça ressemble un peu à une chefferie. Pourquoi? Parce qu'en termes d'abord de longévité au pouvoir, il est normal à un certain moment que le président Paul Biya devienne un peu un roi. C'est même psychologique. C'est pourquoi je ne peux pas accepter, parce que j'ai été président d'un bureau de vote en 2018, je peux d'abord dire que les membres du MRC qui devaient être dans chaque salle n'y étaient pas. Sur tout l'étendue du territoire national. Donc cette histoire de 32 PV qu'on n'a jamais justifié, qu'on attend toujours du côté de l'Union africaine, qui ne viendront certainement jamais, il faudrait qu'on laisse en boucle. Au-delà de la modification du code électoral, l'une des clés de l'alternance, c'est le taux de participants à une élection en termes d'électeurs. En commençant par, attendez, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que si on a 100 millions de militants à Facebook, et que sur les listes, on a seulement 2000 militants, ça pose un véritable problème. C'est bien de voir les bains de foule avec des motos, taximans et autres, mais allons nous interroger. C'est-à-dire les gens qui épousent les revendications. Tout à fait. Combien d'hommes sont prêts à aller, comme on dit au quartier, au charbon? Non seulement vous vous êtes inscrit, mais donnez-vous 20 minutes pour aller voter, même s'il pleut. Parce que ce jour, il a plu. Mais je puisse vous dire que c'est des gens d'un certain âge qui venaient voter. Et quand ces gens viennent voter, c'est simple. Ils veulent voir la couleur du bulletin. Je pense que le bulletin du RDPC était blanc. Le bulletin blanc. Ou alors c'est la photo du chef de l'État. Et je puisse vous dire qu'après avoir pratiquement passé 38 ans au perchoir, le RDPC est tellement bien assis que pour battre cette mastodonte, légalement même, il faut se lever tôt. Et je pense que l'élection présidentielle précédente devrait être un galop d'essai pour le MRC, pour qu'ils puissent rebondir. Peut-être, le professeur a dit qu'ils ont la stratégie. C'est leur stratégie. C'est le dilatoire et la délation, en appelant M. Maurice Kamto président élu, alors qu'il ne l'est pas. Je les encourage dans cette logique, parce que, en guerre, surtout en politique, c'est un choix. On ne chausse pas les gants, on utilise tous les moyens pour arriver au perchoir, surtout lorsque vous avez une mastodonte en face. Quand vous êtes épuisé face au combat, il est parfois normal que vous utilisez même les cailloux, même les dents.
Donc je pense qu'il faut dire qu'au-delà de modifier le code électoral, il faut redorer le blason de la politique en amenant les jeunes à s'y intéresser davantage. Je puisse vous dire que le tout, c'est comme le port de masque. Chacun peut avoir un masque, mais il ne porte pas. C'est la même chose avec les élections. Merci. Il faut donc que les jeunes soient boostés. Professeur, mais je suis en disant que l'opposition est donc butée parce que quand un monsieur comme Cabral sollicite cet état d'esprit en disant aux journalistes inscrits massivement, vous devez associer les autres forces vives de l'opposition, il se retrouve en cavalier solitaire. Et lorsqu'il est en cavalier solitaire, nonobstant ses moyens, il y arrive, on le trouve maintenant comme un traître qui a été coopté par le régime. Vous voyez que tout ça, c'est des mentalités rétrogrades qui ne nous avancent pas politiquement. Donc le problème ne sera pas seulement au niveau de la modification du code électoral, mais requinquer les mentalités camerounaises sur tout ce qui est de la jeunesse pour s'atteler davantage il faut à la chose souligner politique. que parmi les jeunes, Cabral n'était pas le seul. On a vu pendant cette élection Serge Espoir Matomba, une sorte de fusion qui a failli naître avec le professeur Moïse Kamto. Nous savons qu'il est la suite des événements aujourd'hui. Professeur, pour ne pas trop rentrer dans les détails, est-ce qu'on a une idée du nombre de militants, je veux dire militants, pas sympathisants, je dis militants du MRC aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée exacte de ceux-là qui ont acheté une carte chez vous? Sauf s'il faut un congrès pour répondre à cette question. De toutes les façons, vous devez savoir que le MRC a des millions de militants et de sympathisants. On n'a pas un chiffre exact. Voilà. Par région. Millions de militants et de sympathisants. Dans la fédération départementale qui est la mienne, le MRC a au moins 300 000 militants. Dans la fédération départementale qui est la mienne. 300 000 cartes. Oui. Dans la fédération départementale qui est la mienne. C'est dans quelle ville? Yaoundé, Douala, Bafoussam? Fédération départementale du MRC pour le ND. Dans la région de l'Ouest. Abaganté. Abaganté. Oui. Donc, mais Arnaud Iyada, tout à l'heure, parlait... c'est même un costaud chiffre, hein, si on peut avoir dans le département du D 300 000 militants. De toutes les façons... Ça permet de s'interroger aussi. Hein, et lorsqu'on sait que vous n'avez pas eu un score aussi important... Justement. Parce que c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que vos militants sont contre vous? Tu fais bien de rebondir sur cette question. Ça va me permettre justement de raconter une anecdote parce qu'il disait le MRC n'est pas dans le MRC n'est pas dans les bureaux de vote et c'est pour ça que les fraudes doivent être perpétrées par le RDPC. Dans mon propre bureau de vote à l'occasion des élections présidentielles du 7 octobre 2018, nous avions voté massivement pour le MRC, mais les résultats finaux effectivement, ont montré plutôt que c'est le RDPC qui avait gagné. Je dis, avec les procès-verbaux dont je suis sorti, en tout cas, avec lesquels je suis sorti du bureau de vote. Merci, donc, ce n'est donc pas la mobilisation pour les inscriptions qui fait problème, puisque nous-mêmes, on a appelé depuis 2013 à la mobilisation pour que les électeurs s'inscrivent. Donc, ce n'est pas une exclusivité. Ce n'est pas une exclusivité. Tout ce qui se fait en votre absence se fait contre vous. C'est la même chose actuellement à l'Assemblée nationale, ils n'y sont pas. Tout ce qui se fait en votre absence se fait contre vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Tu es en train de corroborer la fraude électorale. Nous sommes désolés que d'autres panélistes n'aient pas pris part à cette émission. Forcément, les contraintes liées à la forte pluie qui s'est abattue il y a quelques minutes seulement dans la ville de Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Info TV. À demain pour une nouvelle émission. Au revoir.